Bonjour à tous. Alors, on a eu des petits soucis techniques. J'espère que néanmoins le webinaire va bien se passer. Il est 9h05, donc nous avons quelques minutes de retard. Vraiment désolé. Ce Tant matin, plus, là, Benoît. oui, alors en fait, je vais essayer d'alterner. C'est très compliqué. Je suis vraiment désolé, on a un gros souci de son ce matin. Alors, Yann, je pense que ça va être compliqué de conduire ce webinaire dans ces conditions. OK. C'est la première fois que ça nous arrive dans notre série de webinaires. Il fallait bien que ça arrive une fois. Alors, on va quand même essayer Non, là, c'est très compliqué. Alors, est-ce que... Donc, ce que je vous propose, je suis désolé, mais on va devoir malheureusement reporter cette session. Les conditions techniques ne nous permettent pas d'avoir un son qui fonctionne correctement avec Yann. On va vous envoyer les éléments pour reporter la date. Je suis vraiment navré. Yann, je pense qu'on peut dire à nos participants qu'on est vraiment désolé, mais qu'on va devoir décaler cette session. OK. Eh ben, écoutez, on décale. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes encore peut-être pour essayer de régler le son et puis Ouais, on va essayer de prendre encore 2 minutes. Alors, on va essayer de prendre 2 minutes. Alors, éventuellement, Yann, pendant que je parle, est-ce qu'il faudrait que tu coupes le son et comme ça que tu puisses alterner. Bon. Philippine, je pense que vous avez raison, on va essayer de s'en sortir comme ça. Yann, fais-moi juste un petit pouce dans l'air si ça fonctionne. Bon. Alors, l'objectif de ce matin, on va essayer de reprendre le fil avec Yann. Hop. Alors, on est allé, on va, hop, allez, 2 secondes et on reprend le fil. Donc, ce matin, je suis ravi d'accueillir Yann. Yann va se présenter dans notre cycle de conférences qui s'appelle Data for Business. Donc, on accueille régulièrement avec Nomination un certain nombre de partenaires pour échanger sur ce sujet ô combien riche et ô combien passionnant de la prospection B2B. Et ce matin, j'ai la chance d'être avec Yann. Alors, Yann, est-ce que tu veux bien réactiver ton micro et te présenter en quelques mots? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Yann Slotzig, je dirige donc un cabinet qui s'appelle Experformance, qui est spécialisé depuis maintenant 25 ans dans l'accompagnement au développement commercial et particulièrement sur ces sujets de prospection au travers d'accompagnement et de formation très opérationnelle. Voilà, un petit peu rapidement. Et donc, moi, je travaille chez Nomination. Donc, Nomination, notre métier, c'est produire de la donnée B2B. Et on édite une plateforme de prospection commerciale et on est toujours ravis de pouvoir échanger sur le sujet. Alors, ce matin, on va essayer d'être un tout petit peu rapide pour essayer de rattraper notre retard. On va parler prospection commerciale et on va dérouler, en fait, les 4 piliers de ce avec Yann, quand on a préparé ce webinaire, on a voulu échanger avec vous. On va parler de stratégie, on va parler un petit peu d'outils. Yann va également nous partager des skills, les savoir-faire clés pour réussir en 2021 sa prospection. Et puis, on va parler de quelque chose qui est maintenant presque old school et qui, pour certains commerciaux, fait presque peur, c'est le téléphone. Alors, nous, chez Nomination, on est persuadés que le téléphone reste le vecteur clé de la prospection. Et avec Yann, on va essayer de vous en convaincre. Alors, tout de suite, dans le vif du sujet. Alors, Yann, quand on parle stratégie commerciale, on parle de beaucoup de choses. Toi, le point que tu voulais mettre en avant ce matin, c'était d'abord et avant tout un sujet autour de l'offre, c'est ça? Oui, alors effectivement, il y a évidemment à se poser et à préparer dans toute action de prospection un certain nombre de sujets. Donc, il y a une préparation et un calage, bien sûr, de l'offre. Juste en résumé, la prospection aussi, pour faire très synthétique, c'est à la fois ces 3 éléments forts qu'on va détailler ce matin, des techniques et des méthodes qu'on va éclairer, des attitudes et des qualités personnelles. Donc ça aussi, il faudra évidemment en parler. Et puis, bien sûr, des outils. Et ce triptyque-là nous permet de caler ce qu'on appelle un process de prospection efficace.
Et le premier élément, évidemment, de réflexion pour caler cette stratégie de prospection, c'est évidemment se poser un certain nombre de questions sur, bien sûr, les objectifs de prospection, sur le plan d'action, sur comment on va s'y prendre. On va le détailler aussi ce matin. Qui est concerné parmi les commerciaux itinérants sédentaires? Et puis aussi, préalablement, pourquoi démarrer évidemment une action de prospection. Donc, effectivement, pour détailler sur l'offre, évidemment, il faut bien se préparer. Bien se préparer, ça veut dire effectivement quelle est l'offre que l'on va pousser. Idéalement, en prospection, d'ailleurs, pour pas courir plusieurs lièvres à la fois, on conseille de caler une offre en particulier que l'on va pousser en prospection. Et on la détaille évidemment, préalablement, sous forme, c'est un petit peu ce que vous avez sous les yeux, de caractéristiques, c'est-à-dire que voilà, un produit ou un service d'ailleurs a des caractéristiques particulières que l'on va traduire en termes d'avantages et de bénéfices clients. Ça, c'est le premier élément. Trop d'entreprises sont encore trop focalisées sur leurs produits et ont du mal à se projeter sur finalement quels sont les bénéfices que le client peut en attendre. Donc, on se met à la place du client, c'est important. Et puis, c'est évidemment important, on le dit souvent dans la vente et dans la prospection, il faut évidemment être très fort sur nos atouts, nos différences. Qu'est-ce que l'on a de plus que nos amis, collègues, confrères et concurrents? Voilà. Donc, une fois qu'on a déterminé finalement ce qu'on voulait vendre et puis les caractéristiques principales, généralement, la deuxième question, et c'est souvent un point qui arrive assez rapidement chez nous, chez Nomination, chez nos clients, c'est un sujet de cible. Et là, généralement, on se rend compte que souvent, on manque un peu de méthodo pour définir sa cible. On a tendance à… J'ai souvenir d'un certain nombre de discussions avec des responsables commerciaux à qui je posais la question, mais vous vendez à qui? Et la réponse, c'est à ceux qui veulent bien m'acheter. Évidemment, quand on est sur cette logique-là, on est dans une logique où finalement, on travaille de manière non ciblée. Et évidemment, quand on travaille de manière non ciblée, les probabilités de réussite sont plus faibles. Les 3 points à avoir en tête en termes de cible, c'est à quelle organisation vous voulez parler. Alors, je mets volontairement organisation parce que la notion d'entreprise peut être un tout petit peu réducteur. On parle d'entreprise simple quand on parle de PME, mais quand vous discutez et que vous voulez par exemple prospecter Veolia, en vrai, personne ne prospecte Veolia en tant que tel. Vous allez à l'intérieur de Veolia identifier X ou Y BU, entité, organisation, appelez-les comme vous voulez, qui vont vous intéresser. Donc, premier élément, identifier vos entreprises à potentiel. Deuxième élément, les personnes. Alors, on pourrait passer un webinaire entier à parler des personas, à qui je parle, pourquoi, qu'est-ce qui ferait que cette personne va m'écouter en particulier. Mais d'une manière générale, dans le B2B, vous êtes face à ce qu'on appelle le cercle de décision. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les organisations que vous allez cibler, vous allez avoir plusieurs interlocuteurs qui ont plusieurs fonctions et vous allez devoir adapter votre discours à ces différentes fonctions. On ne parle pas de la même manière à un DAF et un DSI, même si vous vendez un super outil de gestion de notes de frais qui va plutôt s'adresser au DAF, vous allez devoir adapter votre discours pour convaincre et le DAF et le DSI, évidemment. Et puis, le dernier point qui est hyper important, et on y reviendra tout à l'heure sur la partie outils, c'est détecter les signaux forts ou faibles pour prioriser vos actions. Ça ne sert à rien de prospecter en ce moment, par exemple, une entreprise sur des sujets de développement commercial si elle-même est dans une situation critique. Donc, soyez attentifs au contexte pour appeler au bon moment, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de la personne. Est-ce que, Yann, aujourd'hui, on peut se permettre d'utiliser un seul canal pour prospecter? Alors évidemment, non. Moi qui ai démarré la prospection il y a maintenant 25 ou 30 ans, il y a 25 ou 30 ans, on avait globalement la prospection physique. Alors moi, j'étais bercé par l'univers bureautique, donc on adorait la prospection physique. C'est un peu moins d'actualité aujourd'hui. Et on adorait, ou c'était en tout cas évident, que le téléphone était un outil extrêmement important.
L'ère du digital est arrivée, évidemment. Aujourd'hui, on parle de multicanal, à juste raison. Donc, nous avons besoin, pour prospecter, d'activer un certain nombre de moyens. Alors, aujourd'hui, dans les moyens, il y en a 4 qui sont aujourd'hui exposés. Il peut y en avoir d'autres. Évidemment, la partie, alors, réseau, il y a un double réseau. Le réseau d'affaires, le réseau business, les clubs, les BNI, Bon, donc là, on fleurit. Et effectivement, on peut avoir dans ces événements de réseau, alors physique, même s'il y en a évidemment beaucoup moins ces derniers temps, mais aussi éventuellement de réseaux à distance. Ce qui fonctionne évidemment toujours bien, c'est la recommandation client. Donc, faire en sorte d'être effectivement prescrit par ses clients auprès d'autres clients, ça fonctionne et il faut l'activer. Il faut avoir aussi une stratégie, hein, bien sûr, de rebond derrière une satisfaction client. On peut avoir, nous on travaille beaucoup aussi dans l'univers des marchés publics et auprès d'industriels du bâtiment. La prescription veut dire quelque chose pour ces industriels. Donc là, il y a ce qu'on peut appeler des prescripteurs naturels pour les gens du bâtiment, les industriels, que sont les architectes, les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre d'une façon générale, sont évidemment des prescripteurs importants, voire incontournables. Et puis, de la part d'eux, pour rebondir, parce qu'un ami, un partenaire, un sous-traitant, que sais-je, vous prescrit. Deuxième élément, c'est les réseaux sociaux. Alors, évidemment, sur lequel il faut évidemment être présent. Il faut avoir aussi, il faut se préparer, il faut avoir évidemment, là aussi, bien sûr, un compte société, un compte individuel, et puis être actif. Certains sont sur LinkedIn, mais assez peu actifs. Donc là, il faut voir comment créer de l'activité et on peut prospecter, clairement, via un outil LinkedIn. Et puis, on a évidemment, j'allais dire classiquement, il ne faut pas les oublier, on dira un petit mot, la partie email ou emailing, on en parlera un petit peu tout à l'heure, et puis bien sûr le téléphone qui reste incontournable. Tu disais old school, mais effectivement, dans tous les cas, il y a un moment, quel que soit, et même après LinkedIn, l'objectif, c'est un moment de passer au téléphone et puis de passer d'ailleurs en rendez-vous physique quand on peut. Une recommandation, c'est pareil, c'est une carte de visite qu'on vous donne, mais il va bien falloir évidemment passer un petit coup de fil pour prendre un rendez-vous. Et un email aussi, pour but soit de provoquer un appel entrant, soit de faciliter un appel sortant. Voilà, donc multicanal essentiel aujourd'hui, évidemment, hein, dans la prospection. Donc, en clair, pour se lancer dans la prospection, un produit, une offre clé qu'on veut pousser, un discours autour de cette offre, les caractéristiques, les bénéfices, le positionnement de la concurrence, une cible bien identifiée et des dispositifs de prise de contact. Alors, avec tout ça, évidemment, Yann, aujourd'hui, est-ce qu'on peut se passer d'outils? Ah, Yann, tu as oublié d'activer ton micro. Oui, pardon. Non, évidemment, on a besoin d'outils. Alors, on a, pour poursuivre, dans les outils, peut-être si on poursuit le slide, sur la partie emailing. Alors, sur emailing, quelques clés, même si aujourd'hui, l'emailing de masse, tel qu'on l'a connu il y a 10, 15 ans, qui fonctionnait plus ou moins, il y a tellement eu, c'est comme dans tous les moyens, tellement d'utilisation. Aujourd'hui, les gens sont tellement noyés dans une foultitude de mails qu'ils reçoivent que, évidemment, les résultats sont parfois un petit peu décevants. Néanmoins, on peut faire de l'emailing. Alors, on peut faire de l'emailing de masse pour un certain nombre de sujets, je pense, pour des événements, pour des lancements de nouveaux produits, pour éventuellement développer sa notoriété. Pourquoi pas? Alors, ça veut dire que ça nécessite évidemment de disposer, et maintenant avec les nouvelles réglementations, attention au RGPD, l'utilisation des mails est réglementée. Il faut qu'il y ait une adhésion de la part de nos prospects. Par contre, ce qui fonctionne, c'est des mails personnalisés, parce que la personnalisation, évidemment, est un élément clé dans la partie emailing. Et un email qui est envoyé notamment soit avant de passer un coup de fil, soit après avoir eu
par téléphone un client ou un prospect. Ce qu'il faut évidemment, c'est que quand on mène ce type d'action, et c'est vrai pour tout, il faut d'abord tester plusieurs accroches, plusieurs sujets. Il faut mesurer l'impact, et puis modifier, se remettre en cause et retester d'autres choses. Alors, on parle de taux d'ouverture, taux de clic. Bon, les gens connaissent maintenant un petit peu la manière d'analyser les résultats en termes d'emailing. Ce qui est clair, c'est que si on veut avoir des résultats, c'est pas du one shot, c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire dans le temps. Il y a une régularité, une fréquence. Dans les mails, moi j'en reçois aussi beaucoup. Il y a toujours le vous et nous. On voit beaucoup trop de mails, c'est vrai aussi d'ailleurs sur LinkedIn, qui nous, on est les plus beaux, les meilleurs, etc. Donc on a un peu tendance à trop souvent parler de soi, de sa société, et dire combien on est fort, beau, puissant et pertinent. Je préconise évidemment à minima un mixage, mais en tout cas, vous devez interpeller, donc parler à vos futurs clients et leur parler de leur situation, de leur vécu, de leur intérêt, ce qui les intéresse, de leurs clients, de leurs besoins, de ce qu'ils vivent et peut-être la manière évidemment dont vous pouvez les aider par des produits, des solutions. Donc, focus quand même, et c'est vrai pour tous les sujets, c'est tous les moyens, mais l'emailing n'y échappe pas. Parlez bien à vos clients et parlez bien, si possible, de vos prospects et de et des situations qu'ils rencontrent. Alors, juste pour compléter, Yann, sur ce volet emailing, nous, on a de la chance chez Nomination puisqu'on a à peu près 200 clients qui nous utilisent, qui utilisent notre plateforme pour faire de l'emailing. Donc, on est un peu privilégié en termes de statistiques et de voir un petit peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne le moins. Pour info, un email, une campagne d'emailing ciblée, vraiment ciblée, c'est-à-dire qu'il va cibler moins de 250 personnes, fonctionne 5 à 10 fois mieux qu'une campagne qui cible plus de 5000 personnes. Donc, quand on parle de l'individualisation, de la personnalisation, ce n'est pas juste pour se faire plaisir, ce n'est pas juste un mot en l'air. Il y a plein de stats qui démontrent que ça fonctionne. Si ce sujet vous intéresse, on a édité un petit livre blanc que vous pourrez retrouver chez Nomination, justement un baromètre de l'emailing avec plein de stats assez intéressantes. Donc, premier outil, l'emailing. Alors, évidemment, l'emailing, la partie outillage, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué ni de plus cher. Des solutions d'emailing, il y en a plein. La problématique, c'est qu'évidemment, une solution d'emailing sans data, ça a du mal à fonctionner. Donc, la data, une fois de plus, c'est un sujet qui, chez Nomination, est un sujet qui nous passionne et sur lequel on pourrait passer pas mal de temps. Les quelques points clés qu'on voulait partager ce matin sur ce sujet data. En termes d'outillage, la data, ça veut dire d'abord et avant tout d'arriver à définir des listes de prospects qualifiés. Alors, une liste de prospects qualifiés, selon votre business, le niveau de qualification va être évidemment différent. Si vous prospectez des TPE, des listes d'entreprises, entre guillemets, la version page jaune annuaire peut être suffisant. Parce que quand vous prospectez des toutes petites structures, le gérant est globalement le seul décisionnaire, il n'y a pas vraiment d'enjeu là-dessus. Par contre, dès que vous commencez à monter un peu sur les tailles de structure, et donc généralement sur votre panier moyen et la valeur de ce que vous vendez, au plus, en face de vous, vous avez des structures qui sont organisées, dans lesquelles la prise de décision est souvent, voire toujours, collective. Et qui dit collective dit qu'il va falloir identifier finalement ces différentes personnes, les différents contacts opérationnels. On reprend l'exemple de Veolia, même le meilleur des commerciaux du monde, s'il appelle le standard de Veolia en disant « Bonjour, je voudrais parler à monsieur Veolia », ça ne va pas très bien se passer, évidemment. Donc, des listes de prospects qualifiés, des contacts opérationnels. Et selon le dispositif que vous voulez activer, il va vous falloir le plus possible être en multicanal, c'est-à-dire avoir et un point d'accès téléphonique et un email, mais également un profil de réseau social. Alors, tout à l'heure, on a parlé de LinkedIn, mais ça peut être, selon, une fois de plus, votre business. J'ai souvenir, par exemple, d'un client qui est dans une agence créative et qui, lui, en fait, prospectait les directions marketing de très gros annonceurs via Instagram, via les community managers d'Instagram. Donc, il avait besoin, en plus de LinkedIn, d'avoir ce profil, ce réseau social-là.
Globalement, si on prend un peu de recul, vous avez besoin d'un certain nombre de caractéristiques. Alors, les caractéristiques de votre fichier de prospection, hein, il y a tout ce qui s'appelle la firmographie. La firmographie, c'est quel est le secteur d'activité, quelle est la taille de la structure, où est-ce qu'elle est située, comment elle est organisée. Et puis ensuite, au fur et à mesure que vous avancez, vous vous rendez compte que vous avez besoin de critères de plus en plus précis et pertinents. Si vous faites du B2B, eh bien, il va vous falloir cette information. Quel est le type de clientèle de ce prospect-là? Si vous faites du B2B, que votre prospect est majoritairement en B2C, ça ne sert à rien. Il y a plein de critères qui aujourd'hui sont disponibles, notamment avec toutes les traces que les entreprises et les personnes laissent sur Internet. On peut reconstituer énormément de choses. Aujourd'hui, par exemple, vous pourriez tout à fait vous dire, moi, je cherche une entreprise, une ETI dans le nord de la France, éditeur de logiciels, qui, en interne, utilise pour ses notes de frais SAP Concur. Pourquoi? Parce que c'est un concurrent et j'ai une proposition de valeur qui me permet d'attaquer, entre guillemets, le parc installé de SAP Concur. Ça, c'est typiquement le genre de liste de prospection que vous pouvez obtenir. Évidemment, Yann l'a évoqué. Aujourd'hui, la data, il y a quelques années, on pouvait être encore un peu au Far West et avoir tendance à se dire entre guillemets, le fichier tombé du camion, pas de souci, il est gratuit, il est pas cher, je peux m'en servir. Aujourd'hui, la version un peu plus moderne de ça, c'est tous les outils qui vous permettent de ce qu'on appelle scraper LinkedIn, donc absorber et récupérer sous forme de fichiers Excel les profils LinkedIn. Soyez bien conscient des contraintes légales, RGPD, CNIL, qu'il vous faut prendre en compte lors de votre constitution de votre base de prospection. C'est souvent un élément hyper important, hein. Il n'y a pas de bonne prospection sans fichier de prospection qualifié et opérationnel. Donc, prenez le temps nécessaire pour investir suffisamment dans ce levier-là pour ensuite vous concentrer sur la réussite de vos actions de prospection. Alors, on parle d'emailing, on parle data. Il y a quand même un socle, Yann, qui doit permettre un peu d'articuler tout ça. Ça s'appelle le CRM, c'est ça? Oui, alors effectivement, indispensable pour la prospection, l'outil est donc le réceptacle pour effectivement gérer cette prospection et gérer les prospects et les clients. S'appelle effectivement un CRM, c'est un logiciel de gestion de la relation client, hein, pour faire simple. Alors, bon, évidemment, moi, je suis moi-même utilisateur depuis plus de 25 ans maintenant d'un CRM et j'ai vu évidemment par mes activités, hein, j'ai accompagné à peu près 600 clients là depuis 25 ans. Donc, j'ai mis en place, aidé ou accompagné beaucoup d'outils CRM. J'ai vu beaucoup de catastrophes, ce qui m'a permis d'ailleurs à un moment de dire, bon, c'était pas mon métier, hein, mais c'est tellement important que j'ai mis en place, je pourrais passer à ceux qui s'intéressent d'ailleurs, un petit mode opératoire pour mettre en place de façon efficace un CRM. Ce qui est important, juste 3 points importants à retenir, et c'est souvent pas toujours effectivement le cas. Le CRM, c'est important, doit être un outil pensé pour les commerciaux. À partir du moment où, alors c'est pas toujours le cas, c'est parfois pensé. C'est même rarement le cas. C'est rarement le cas. C'est parfois pensé par des services informatiques ou des prestataires informatiques. Alors là, il y a un premier bug, compréhension ou d'intégration des intérêts, des motivations des commerciaux, ou parfois par une direction générale qui a aussi des attentes particulières. Je pense notamment des reportings, ou même parfois des reportings excessifs. Ça marche très très bien si, évidemment, on a bien pensé que cet outil doit être utilisé par des commerciaux, et donc l'intérêt que doit avoir le commercial doit être très en amont pris en charge sur le cahier des charges même et la finalité même du CRM. C'est-à-dire que le CRM pour les commerciaux doit absolument être, et ce qui doit être, un superbe outil pour bien s'organiser quand je suis commercial, pour gagner du temps, et pour partager de l'info, parce que dans des entreprises, évidemment, je ne suis pas, moi, commercial, seul maître d'un centre d'information. J'ai parfois des services sédentaires, une ADV, des services techniques qui ont besoin aussi d'accéder à cette information, prospect ou client d'ailleurs. Hein. Et puis, ce qui est important aussi,
c'est que le reporting, les comptes rendus de visite, par exemple, doivent être intégrés dans le CRM, et ce qui permet en automatique, sans passer du temps supplémentaire, de remplir des tableaux Excel. Je vois dans les entreprises des trucs assez dingues où les commerciaux râlent de passer des heures et des heures à remplir des tableaux Excel de reporting. Quand un CRM fonctionne bien, qu'il a été bien pensé, il sert en termes de compte rendu au commercial, qui met son compte rendu de visite et de ses prochaines actions, et son manager a la visibilité instantanée, sans travail supplémentaire. Voilà. Et tout le monde est content. Donc ça, c'est une partie vraiment importante. Considérer que c'est un outil au service des commerciaux. Deuxième élément, évidemment, force est de reconnaître que la mise en place d'un CRM dans l'entreprise prend du temps. Il y a des étapes. Il ne faut pas griller les étapes. Je vois beaucoup de gens qui sont très pressés, parfois d'utiliser 100% des usages ou des fonctionnalités d'un CRM. Il faut y aller par étapes, tranquillement. C'est long, hein, une mise en place, une réussite d'un projet CRM, c'est souvent 2-3 ans. Donc, il faut accompagner les commerciaux sur cette période-là et se donner des étapes et des objectifs clés. Et puis, dernier point, et tu le disais, Benoît, c'est évidemment très, très important. Le CRM, si on veut aussi que les commerciaux l'utilisent et prennent plaisir, doit être alimenté, ça c'est rarement le cas hélas, doit être alimenté d'infos, de leads, de qualité de contact. Il ne faut pas que seuls les commerciaux alimentent, parce que ça va, à mon avis, vous le savez, je pense, assez vite les gonfler si c'est moi qui fais tout le travail d'alimentation. Hein. Donc, il faut que les entreprises, et il y a des partenaires, nomination en est un, pour alimenter de façon très pertinente, et c'est une des clés du succès de l'utilisation d'un CRM. Quand les commerciaux, je peux vous dire, dans le CRM, ont des actions avec des leads particuliers et des orientations et des contacts à prendre, prospects, ciblés pour telle et telle raison, là, on a une bonne adhésion de la part des commerciaux. Effectivement, le CRM est un élément clé. Je te rejoins aujourd'hui, quand on voit chez la plupart de nos clients, le CRM a deux finalités. Il sert deux fonctions dans l'entreprise, le management commercial pour le reporting et le marketing comme une espèce de grand fichier permettant de faire des actions d'emailing, des actions marketing au sens large. Rares sont les CRM qui sont pensés pour la performance commerciale, pour la productivité commerciale, pour l'efficacité commerciale. Et ça, c'est clairement un élément clé. Non pas pour de la réussite ponctuelle. Hein. Il y a plein de boîtes qui réussissent de manière ponctuelle des opérations de développement, de prospection sans CRM. Mais effectivement, quand on veut inscrire cet effort dans la durée, le CRM est un élément central, complètement en phase avec toi, Yann. Alors, on a parlé un peu de stratégie, donc on a les bons produits, on a les bonnes cibles, on a la bonne démarche, on a activé son fichier de prospection, on a mis en place son outil d'emailing pour préchauffer le prospect, on a le CRM qui permet de tracer, de structurer ses actions. Va falloir un petit peu se lancer maintenant, Yann. Alors, en 2021, on va dire 2020-2021, période assez particulière, assez compliquée. On a tous, je pense, beaucoup entendu de gens dire c'est pas le moment de prospecter, les gens n'ont pas la tête à ça, donc autant ne pas le faire. Alors, c'est quoi le top 3 des compétences clés qu'un commercial doit avoir en 2021 pour réussir sa prospection dans un contexte qui est aussi particulier que le nôtre? Alors, effectivement, on va parler des qualités personnelles et fondamentales, alors, notamment dans cette période particulière, qui d'ailleurs est une très très bonne période parce qu'on a aussi, quand je regarde un petit peu la dernière année passée, on a du temps, beaucoup d'entreprises ont récupéré du temps et certains l'ont mis à profit, alors pas tous hélas, mais certains l'ont mis à profit pour peaufiner et pour mener des actions de prospection. Donc les commerciaux qui étaient habituellement un peu noyés chez les clients, etc., ont retrouvé du temps et dans une relation à distance aussi, vraiment l'occasion de le faire. Évidemment, je vous ai mis un certain nombre de qualités fondamentales.
moi, j'en retiendrai au moins 3 qui sont vraiment particulières dans cette, et fondamentales dans cette période-là. En un, je mettrais d'abord l'optimisme. L'optimisme, c'est le mental de gagnant, c'est vraiment être persuadé que je vais réussir. Et ça, c'est fondamental dans tout ce que l'on peut mener quand on est commercial. J'ai pas de doute, je fais face à un certain nombre de constats, hein, c'est pas évident, mais je suis persuadé, et on le verra au téléphone, je suis persuadé que quand je prends mon téléphone, ou quand je rencontre quelqu'un, un prospect pour la première fois, je suis persuadé, c'est vraiment un mental particulier, que je vais réussir et qu'on va collaborer. Et ça, c'est voilà ce que j'ai traduit par l'optimisme, mais par ce mental important de gagnant et de gagneur, notamment en prospection. Ça, c'est fondamental. Deuxième élément, bon, d'ailleurs, on a mis deux et adaptabilité, mais on aurait pu en mettre qu'un. Mais l'adaptabilité, c'est évidemment le maître mot de ce qu'on a connu et des qualités fondamentales que doivent avoir les commerciaux. L'adaptabilité, c'est bien sûr s'adapter en prospection à des situations très différentes, à des contextes différents, à aussi avoir le sens de la répartie. C'est ça, notamment au téléphone, il faut s'adapter. En face de nous, on a des gens qui vont parfois être un petit peu rudes ou parfois très chaleureux. Bref, on a sans arrêt besoin de s'adapter et d'adapter aussi ses arguments en fonction des situations, des besoins et des intérêts clients. Et puis, dernier point, en prospection, c'est vraiment fondamental. Je l'ai dit tout à l'heure, on doit travailler dans la durée, c'est-à-dire qu'il faut donc bien sûr être extrêmement tenace, persévérant, régulier, inscrire notamment la prospection dans le temps, parce que je vois trop d'opérations ponctuelles et puis après on passe à autre chose. Non, il faut que ça soit géré dans le temps et donc il faut être extrêmement tenace. Alors, bien sûr, on l'a pas dit, toutes les autres qualités qui sont mentionnées ici devant vous sont importantes. Le CRM est l'école de la rigueur, donc alors on sait que les commerciaux sont pas toujours les plus rigoureux du monde, donc c'est une bonne manière de les rendre un petit peu plus rigoureux. Curieux parce que quand on est en prospection, c'est là qu'on a parfois des commerciaux, des profils chasseurs et des profils éleveurs. Les profils généralement chasseurs sont vraiment des gens qui sont curieux, qui ouvrent des portes, qui ont, et c'est très important dans cette période un peu anxiogène, de l'enthousiasme. Ça, c'est extrêmement important. Si on y va évidemment à reculons ou en pensant que ça va être très dur, ben, ça va être très dur. Donc non, de l'enthousiasme. Et puis, très important aussi, on fait ce métier de commerce, c'est un métier évidemment humain. Et donc, c'est important qu'on n'ait pas, ce que j'entends parfois, des espèces d'argumentaires un peu lit par cœur, stéréotypés, ça ne marche pas. La prospection, c'est une rencontre humaine, d'humain à humain. Et donc, il faut que, y compris en termes de personnalité, votre personnalité se révèle au travers notamment des contacts téléphoniques. Par mail, c'est un peu plus compliqué, mais par téléphone et en face à face, il faut que voilà, ce facteur humain et ses qualités humaines s'expriment complètement. Et puis, on parle beaucoup aussi d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut bien se connaître, bien connaître ses émotions, et puis bien s'intéresser aussi, on pourrait dire, à la psychologie et aux émotions des gens qu'on va rencontrer. Voilà. Effectivement, Yann, je pense que toutes ces qualités sont indispensables pour les commerciaux en 2021. Moi, ce que je retiens le plus, hein, c'est la ténacité et la persévérance, entre guillemets, dans l'effort. Être capable de prendre son téléphone et de malgré les 2, 3, 4 portes que vous avez prises, recommencer avec le même enthousiasme, la même énergie. Alors, on tourne autour depuis pas mal de temps, là, depuis 9 heures ce matin, autour de cet objet à la fois très moderne et très ancien qui est le téléphone. Alors, sur LinkedIn, on voit souvent fleurir des discours, des posts sur l'automatisation de la prospection uniquement par des algos, uniquement par des boucles d'email, uniquement par des astuces sur LinkedIn pour pour cliquer, double-cliquer, etc. En vrai, aujourd'hui, est-ce qu'on peut se passer, comment faire pour ne pas se passer du téléphone?
Alors, on ne peut pas se passer évidemment du téléphone, même si évidemment il faut prendre en compte les évolutions et tout ce que le marketing automation nous apporte en termes d'automatisation. Ça peut nous faire gagner du temps et générer des leads. Donc là, évidemment, il ne faut pas s'en priver. Par contre, effectivement, d'une manière ou d'une autre, le téléphone doit être un outil parfaitement bien maîtrisé en termes de prospection. Alors, quand on parle de parfaitement bien maîtrisé, en prospection téléphonique, évidemment, on a très souvent, d'abord, deux situations globalement à gérer. Il y a évidemment ce qu'on appelle le franchissement de barrage. Donc, on a la première étape très souvent, sauf si on arrive à récupérer des lignes directes, voilà, ou des numéros de portable, ce qui peut arriver. Sinon, on a évidemment à d'abord passer un barrage. Et plus on monte d'ailleurs en taille d'entreprise, plus ce barrage est souvent un peu coriace et difficile à passer. Quelques petites astuces pour franchir ce barrage. Alors, premier élément, et ça rejoint ce que tu disais, Benoît, sur la qualification. Parfois, on a, et par bonheur, les gens qui sont abonnés à Nomination ont de l'information qualifiée, mais dans tous les cas, très souvent, pas toujours qualifiée comme les informations spécifiques qu'on voudrait avoir par rapport à son métier. Et donc, ça veut dire qu'il faut la plupart du temps compléter, y compris par téléphone, sur un premier contact. Donc, le premier contact en prospection est souvent non pas d'ailleurs avec pour objectif de prendre rendez-vous, mais pour éclairer un certain nombre de choses très importantes et éclairer. Donc, on a, selon les métiers, des informations à obtenir. Alors, évidemment, on doit avoir un peu une bonne connaissance de l'activité du métier du prospect que l'on appelle. Ça, c'est quand même minimum. Alors, par les sites Internet, maintenant, on peut avoir pas mal d'éléments préalables. Les interlocuteurs, c'est important, évidemment, de revalider et d'avoir les interlocuteurs, leurs fonctions, et en fonction des métiers, entre des directions générales, si c'est notre cible, ou effectivement des DAF, des DRH, selon ce qu'on a à vendre. Donc, bien qualifier les interlocuteurs, leur prénom, leur nom, leur email, voire le ligne directe, et puis leur disponibilité, parce que les gens ne sont pas disponibles évidemment. Donc, au standard, où une assistante peut très bien vous dire, bah là, Monsieur Marcelin, vous pouvez plutôt le joindre le mercredi entre 9 et 10, parce que c'est à ce moment-là qu'il est plus disponible. Donc, ça, c'est important, effectivement, d'aller chercher ce type d'informations. Bon, donc, c'est ce qu'on appelle le premier appel de qualification. Deuxième élément, évidemment, au téléphone, après cet appel de qualification, après les informations, on va utiliser les informations. Et donc ça, c'est aussi important pour les commerciaux, d'utiliser les informations. Alors, utiliser les informations, ça veut dire que en fonction de l'actu de l'entreprise, en fonction d'un certain nombre de signaux de news, de nomination, donc de mouvements internes. Bon, là, je fais le travail pour Benoît. Mais le développement de nouveaux produits sont effectivement souvent le recrutement. Quand les entreprises se recrutent, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des entreprises qui effectivement vont de l'avant. Voilà. On a donc des informations à utiliser, mais on peut utiliser des informations aussi. Alors, parfois, on peut être un petit peu malin, un petit peu audacieux. Moi, utiliser les informations, parfois on appelle des gens qui ne sont plus dans l'entreprise, et on peut très bien dire que, écoutez, voilà, j'étais tout à fait tout à fait exact parfois, mais il faut être parfois un petit peu malin. C'est une reprise de contact. Je reprends contact. Alors, je sais que Madame Duchemol est partie il y a un mois, quitté l'entreprise. Voilà, on avait évidemment un certain nombre de sujets évoqués ensemble. Donc voilà, tout ça pour dire que, et c'est important, et dans l'intonation, on doit absolument percevoir dans ce premier appel que vous connaissez. Voilà, le prospect que vous appelez, il faut, dans l'intonation et dans ce qu'on peut dire, on va voir ce qu'on peut dire, mais c'est un rappel, c'est une reprise de contact. Voilà. Mais si vous, et ce que j'entends parfois, bonjour, je vous appelle, je voudrais vous présenter ma société, je prends
à monsieur Duchemol, bon, bah là, vous êtes repéré comme le prospecteur de base et vous avez le tarif habituel, les éléments de réponse habituels, envoyez un mail, puis on vous rappellera en 2028. Donc, il faut tout faire et dans l'intonation. Parce qu'il y a le fond, il y a ce que l'on va dire, mais plus important encore, c'est la manière de le dire, la manière très à l'aise et détendue. Vous appelez un prospect pour la première fois, mais il faut qu'on sente que c'est pas la première fois. Voilà. Et ça, c'est important. Et puis, dernier point, on l'a dit aussi, il faut être régulier, c'est-à-dire que voilà, c'est pas un appel comme ça une fois par mois qui va déclencher, parce que un appel va déclencher un rappel à des moments précis. Donc là, il faut être disponible et être très rigoureux dans le rappel et donc programmer. Bon, si vous avez un CRM, c'est mieux, programmer des rappels, voilà, dans la durée. Donc ça y est, on franchit le barrage, on a réussi à prendre rendez-vous, à être mis en relation avec sa cible, son prospect cible. Alors, face à l'interlocuteur, comment on travaille? Oui. Alors, on est face à un interlocuteur au téléphone. Hein. On est au téléphone, on a franchi le barrage, on vous passe l'interlocuteur. Donc là, quand on vous passe l'interlocuteur, vous avez parfois 1 minute pour être bon et passer et avancer positivement, ou la porte va vite se refermer. Donc là, ça veut dire, premier élément, qu'il faut se préparer pour vraiment savoir ce que l'on va dire. Au téléphone, il y a 3 étapes clés face à l'interlocuteur. 1, il faut que très très vite, en une phrase ou 2, vous expliquiez pourquoi vous appelez ce prospect, quel est votre objectif, voilà, et qui vous êtes. Hein, c'est-à-dire, voilà. Alors, si je vous donne un exemple, je vous appelle Monsieur Marcelin parce que nous sommes aujourd'hui une marque française de cosmétiques basée à Lyon, avec le principe actif d'ailleurs de la rose, que vous connaissez. Et je recherche sur le secteur d'Oulin une ambassadrice pour représenter notre marque. Voilà, ça c'est mon objectif. Alors, vous travaillez, vous, monsieur le prospect, donc là on est dans la logique des oui, on va aller chercher du oui. Vous travaillez, monsieur le prospect, forcément avec une marque de cosmétiques, déjà. Oui, ah oui. Et j'imagine donc la question que vous devez vous poser, c'est quel est l'intérêt d'avoir une deuxième marque dans votre institut de beauté, puisque là, en l'occurrence, on peut s'adresser à un institut de beauté. Eh bien, à cette question, en fait, que vous pouvez vous poser, hein, qui est tout à fait légitime et pertinente, 2 éléments de réponse. Effectivement, aujourd'hui, nous proposons à nos partenaires instituts de beauté des conditions commerciales qui sont peut-être les plus avantageuses du marché et qui permettent globalement d'augmenter vos marges à peu près de 20%. Et deuxième élément, nous apportons à nos futurs clients, nos ambassadeurs, un accompagnement commercial en termes d'animation, en termes de suivi, en termes de formation commerciale, en termes d'accompagnement sur la partie digitale, des choses que les grandes marques ne font pas. Voilà. Donc, hein, vous l'avez compris, c'est des éléments, j'imagine, importants pour vous, hein, monsieur le prospect. Donc, c'est cette recherche du oui, parce que quand on appelle des prospects, ils sont plutôt dans une logique du non. Oh non, ça ne m'intéresse pas, non, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Donc, par des questions un peu sous forme d'ailleurs d'affirmation, on va chercher du oui, on le met dans aussi ce qu'on appelle une psychologie un peu positive du oui. Et puis, dernier point, on conclut, et là, il faut bien faire la conclusion. Et la conclusion, écoutez, ce que je vous propose, M. Marcelin, c'est évidemment de vous rencontrer, vous présenter dans le détail notre marque et l'ensemble des avantages à collaborer ensemble. Donc, je suis disponible semaine prochaine. Je peux, moi, vous voir. Je passe à Oulin la semaine prochaine, mardi 22 à 9h, si ça vous va. OK ? Donc, un closing, c'est important. Et un closing, c'est pas est-ce qu'éventuellement on pourrait se voir. Parce que là, on a beaucoup moins de résultats. Donc, c'est un closing efficace qui valide, verrouille véritablement le rendez-vous. Mais effectivement, Yann, on boucle avec le point de départ. Hein. Quel est l'objectif de votre appel téléphonique?
Moi, je sais que je suis régulièrement prospecté également. Et ça m'arrive régulièrement d'avoir en face de moi, au téléphone, puisque j'ai moins de personnes en face en ce moment, évidemment, mais au téléphone, des gens qui, au final, n'associent pas l'objectif initial avec le closing de leur appel. Leur objectif initial, c'est un rendez-vous. Le closing, c'est je vous envoie un mail, etc. Donc, l'articulation, quel est votre objectif au moment de l'appel et comment vous pouvez closer cet objectif. Et puis, ne vous trompez pas non plus d'objectif. Hein. On ne vend pas par téléphone un coup de fil des solutions complexes. Hein. Donc, là aussi, nombre de fois où je suis entre guillemets victime de commerciaux qui veulent bien faire, mais qui me proposent directement d'acquérir le nouvel outil formidable qui va permettre d'améliorer le marketing de nomination. Alors peut-être, mais avant d'acheter, il y a un certain nombre d'étapes préalables. Alors, 9h52, on a pas mal avancé là-dessus. Il manque un point, je pense, parce que là, on parlait beaucoup plutôt de prospection, prise de rendez-vous. Est-ce qu'on peut vendre quand même par téléphone? Voilà, alors c'est effectivement ça extrêmement intéressant. Alors, moi, je me suis intéressé à ces sujets de télévente il y a maintenant déjà presque 15 ou 20 ans. C'est redevenu vraiment d'actualité pour beaucoup d'entreprises, le confinement étant passé par là. Beaucoup d'entreprises, et c'est très judicieux, ont découvert les joies de la télévente, un peu contraints et forcés, mais moi, j'ai accompagné beaucoup de clients dans la mise en place d'une petite cellule télévente ou d'une formation sur des gens pour les former, y compris les commerciaux sédentaires, mais ça peut être aussi mobiliser les commerciaux itinérants qui ne peuvent pas se déplacer sur ce sujet de télévente et découvrir que effectivement, on peut faire de la vente à distance. Hein, on peut. Alors, par contre, il faut évidemment d'abord considérer que la vente à distance, pour beaucoup de produits de solutions, peut être fait de la même manière que l'on ferait c'est-à-dire en face à face. Alors, évidemment, il faut qu'on maîtrise bien l'ensemble des techniques de vente, mais c'est vrai en face à face et ça l'est encore plus à distance. Il faut que les personnes qui prennent en charge cet acte de télévente maîtrisent parfaitement bien les différentes étapes d'un entretien de vente. Voilà, donc ça, il faut travailler. Quelles sont les étapes clés d'un entretien de vente? Et puis dans les techniques, évidemment, il faut être parfaitement à l'aise déjà dans cette relation commerciale à distance. Il faut évidemment avoir beaucoup d'empathie, il faut évidemment avoir de l'écoute, il faut, plus que de l'écoute aussi, il faut savoir questionner. Alors ça, c'est quelque chose de simple, mais que beaucoup de commerciaux ont un petit peu de mal ils ont souvent du mal parfois à questionner ou à écouter. Les commerciaux, d'une façon générale, adorent parler, écouter, poser des questions, synthétiser, reformuler. Il y a un petit entraînement à faire. Et puis, évidemment, il faut aussi considérer que la relation commerciale peut être donc gérée à la fois par des commerciaux sédentaires, qui peuvent avoir l'habitude, que ce soit de l'ADV ou des commerciaux ou des télévendeurs, et aussi bien sûr par des commerciaux itinérants qui peuvent découvrir évidemment qu'on peut faire plein de choses à distance. Il y a des freins psychologiques, par contre. Alors, les freins psychologiques qui sont parfois, et on l'a vu dans cette période, des freins liés à des changements d'habitude. Beaucoup de commerciaux itinérants qui avaient l'habitude et adorent le face-à-face ont été un petit peu, évidemment, plus ou moins perturbés par ces confinements. Certains se sont bien adaptés et ont évidemment un peu contraint, mais après aussi par goût et par efficacité, puisqu'on découvre que la relation commerciale à distance peut être extrêmement performante, pertinente quand on la maîtrise bien. Mais il faut lutter un petit peu contre les a priori. Hein. Certains commerciaux ou certains clients peuvent avoir des a priori en disant non, mais non, ça n'a pas marché, non, c'est trop important, le face-à-face, l'humain. Certes, c'est important, mais à distance, avec des outils, alors, des fois les outils nous trahissent un peu, enfin, il faut avoir des sujets où il faut bien maîtriser les outils, mais on peut effectivement changer un peu ses habitudes et lutter contre ces freins.
On a évidemment aussi à adapter parfois des supports, des docs à cette relation commerciale à distance, avoir des présentations préparées avec du texte, de la photo en PDF ou autre. On a, pour certains qui veulent faire des démos, on peut avoir aussi des tutos, on peut faire passer aussi de la vidéo. On a calé, bien sûr, des offres aussi à distance et des devis. Enfin, on retrouve la relation commerciale classique en face à face, mais adaptée à la relation commerciale à distance, en n'oubliant pas, évidemment, incontournable, notre fameux CRM pour effectivement parfaitement bien gérer et optimiser cette relation commerciale à distance. Alors, peut-être juste un témoignage. En 2019, chez Nomination, notre process commercial impliquait à 90% une rencontre physique avec nos prospects pour leur présenter nos offres, nos produits. Et une vente nécessitait souvent 2 rendez-vous en face à face, en plus d'1 ou 2 rendez-vous téléphoniques. On a fait l'effort parce que, de toute façon, on n'avait pas le choix. On est une petite structure chez Nomination et la prospection est un impératif pour nous, impératif de croissance. En 2020, on a changé nos process. Alors, tu as raison, Yann, un peu contraint et forcé. Et on a découvert les joies de la vente digitalisée, la télévente à 100%. Alors, mois de mars, c'était pas évident. Mois d'avril, on a commencé à s'y mettre vraiment. Pour info, les résultats, c'est globalement, on a signé à peu près 200 clients entre avril 2020 et puis février 2021. Donc, sur quasiment un an, on a fait 60% de développement commercial en plus, sans embaucher de nouveaux commerciaux, tout simplement parce que la télévente ou la vente à distance de A à Z, avec les bons outils, avec la signature à distance, avec tout ce qui va avec, et ben, ça nous a juste permis d'augmenter de manière extrêmement forte la productivité commerciale. En gros, on est passé de 2 à 3 rendez-vous maximum par jour à certains jours 4, 5, des fois même 6 rendez-vous dans la journée. C'est pour ça que la ténacité et l'énergie sont des armes importantes, mais témoignage, la télévente, y compris sur de la vente de produits à plusieurs milliers d'euros, y compris sur des choses qui sont peut-être un peu sophistiquées, des logiciels, etc. Bref, tout peut se faire à distance dans la mesure où le process est défini, dans la mesure où les forces de vente sont préparées à travailler à distance. Alors, il est 59, donc on est presque à l'heure. On a rattrapé les 5 minutes de retard. Et une fois de plus, avec Yann, on s'excuse pour les débuts un peu chaotiques sur la partie de la mise en place technique de ce webinaire. Peut-être quand même prendre 2 minutes pour un petit mot de conclusion. Yann ? Oui, alors effectivement, ce qu'on peut retenir un petit peu de tout ce que l'on a dit, c'est qu'effectivement, cette démarche de prospection, comme toute démarche commerciale, doit être extrêmement professionnelle. Donc, le professionnalisme en prospection, c'est vraiment un facteur clé. Et j'allais dire, notamment par temps de crise, ou d'une façon générale, j'allais dire, seuls les meilleurs survivent, seuls les meilleurs réussissent, parce que quand le marché se tend, et il s'est évidemment un peu tendu, il y a même encore des métiers ou des marchés très tendus, voire sinistrés, mais d'une façon générale, par temps de crise, quand les affaires se raréfient, quand c'est un petit peu plus dur, voilà. Il faut d'autant plus être extrêmement bon, extrêmement efficace, extrêmement professionnel. Et donc, maîtriser un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Voilà. Deuxième élément, on s'est aperçu dans cette période-là que la spécialisation était aussi importante, et y compris dans la spécialisation dans l'approche commerciale. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont compris, parce que c'est des approches, voire des profils ou des méthodes différentes. Je ne parle même pas de la dichotomie entre les fameux chasseurs et éleveurs dans les entreprises, qu'on connaît bien. C'est déjà, les éleveurs ont parfois évidemment un peu de mal à chasser. Et pour les profils chasseurs, on a même clairement des spécialisations maintenant de ce qu'on pourrait dire des gens qui sont très en amont, dont le savoir-faire, c'est de générer des leads et donc de provoquer des rencontres, on pourrait dire des piqueurs. On a ensuite
des gens intermédiaires qui vont faire une démonstration, qui vont être très à l'aise dans l'écoute et la compréhension des besoins clients. Et puis parfois, on a, on pourrait dire, des finisseurs, des gens qui sont très très bons, et ce n'est pas toujours les mêmes, dans la dernière phase d'argumentation et de conclusion. Donc ça, c'est une donnée importante. Voilà, cette spécialisation. Autre élément très important, pour avoir évidemment des résultats et être très bon en prospection, ben, il faut agir, c'est-à-dire il faut agir, il faut faire, évidemment, et on l'a dit, tester. Donc, il y a une idée aussi de volume, hein, c'est-à-dire de volume. Il ne faut pas faire du volume, on l'avait dit en emailing, de masse sans que ça soit très, très personnalisé, très pertinent. Mais il faut s'abriter quand même sur du volume. Voilà, si vous faites 10 appels par mois, c'est moins bien que si vous en faites 10 par jour. Donc, et puis, en faire 10 ou 20 par jour, ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise et plus performant dans votre prospection. Okay, et la loi des grands nombres étant là, vous allez évidemment avoir des résultats. Et puis, on le sait, et pour les commerciaux, c'est important aussi, la motivation, le moral. Quand la dynamique positive de résultats est enclenchée, hein, quand le succès amenant le succès, eh ben, d'un seul coup, on trouve des commerciaux qui prennent goût à la prospection. Tout à fait. Et puis, dernier point, la prospection, c'est pour moi, mais je pense pour toi aussi, Benoît, un état d'esprit. Un état d'esprit, c'est évidemment cette notion d'audace, pour dire presque de prise de risque, on prend le risque, et surtout, c'est un état d'esprit très optimiste, très positif qu'il faut avoir, d'enthousiasme. Et puis aussi, cette particularité, il faut aussi être extrêmement résistant à l'échec, parce que, sauf cas particulier, en prospection, on a quand même souvent, hélas, hein, un petit peu plus d'échecs que de succès. Donc, il faut bien vivre ces échecs. Ça fait partie des statistiques attendues. Donc, quand on connaît d'ailleurs les statistiques attendues, on le vit beaucoup mieux. Et puis, se réjouir, évidemment, même si je n'ai que 20% de succès en prospection, ben, je vais me réjouir de ces 20%-là. Merci Yann pour ces mots de conclusion. Il est 10h05, on a un tout petit peu débordé. Merci à tous ceux qui ont tenu jusqu'à la fin, c'est-à-dire à peu près la plupart. Ça veut dire, Yann, que tu étais vraiment intéressant, et je confirme, le sujet de la prospection est un sujet qui, en période de crise, notamment, est un sujet clé, hein. Nous, on voit, il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui avaient l'habitude de travailler toujours plus ou moins avec les mêmes clients, avec, voilà, il n'y a pas de croissance, mais tout va bien parce que chaque année, je reconduis ce que je dois faire avec mes clients historiques. Dans un contexte de crise où même les clients historiques peuvent être en difficulté, même les clients historiques peuvent avoir envie de réduire les coûts, réduire la voilure, la prospection devient en fait une nécessité de survie pour la plupart des entreprises. On le voit, je ne sais plus qui c'est qui disait que la prospection, ce n'est pas un art, c'est une science, hein, c'est une méthode, des outils, un état d'esprit, un pilotage. Donc, merci beaucoup Yann pour tous ces éléments. Évidemment, je me souviens du premier call de cadrage qu'on a fait ensemble, tu étais frustré du temps parce que tu m'avais dit globalement chaque sujet peut m'occuper une demi-journée, comment je vais faire pour réduire ça dans 1 heure. On a bien vu que effectivement ton expérience était riche et hyper intéressante sur le sujet. Donc si vous souhaitez prolonger les échanges, n'hésitez pas, hein, vous allez avoir un petit mail automatique en fin de webinaire qui va être envoyé avec le replay, avec les coordonnées de Yann, les miennes également. On sera ravis de prolonger les échanges, parce que là, on n'a pas forcément le temps aujourd'hui, ce matin, de traiter toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Merci encore, Yann. Ben merci à toi, Benoît. Merci à toutes et à tous. Évidemment disponible pour prolonger de façon sur mesure. Et puis, vous racontez aussi comment utiliser, optimiser la prestation de nomination, l'outil nomination dans la prospection, parce que là, il y a un peu de vécu. Donc, bravo. En tout cas, bravo à nomination. Moi qui ai un petit peu, vous l'avez compris, l'habitude de prospecter. Prospecter avec l'outil nomination, c'est un vrai régal.
et une gage de performance incroyable. Mais prêt à en témoigner, évidemment. Merci, Yann. On rejoint le sujet de la prescription et effectivement, la prescription d'experts comme toi et de partenaires, c'est toujours très valorisant et ça nous fait avancer. On vous souhaite à tous une bonne journée et puis surtout bonne vente et bonne prospection.